Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, un homme qui a fort à faire depuis les attentats du mois de janvier à Paris. Alors, Nicolas Cadenne, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce que c'est que l'Observatoire de la laïcité, s'il vous Oui, plaît? bien sûr. L'Observatoire de la laïcité est une instance gouvernementale qui a été installée par le président de la République François Hollande le 8 avril 2013, donc c'est assez récent, et qui est placée auprès du Premier ministre. Alors, quel est le but de cet observatoire? Notre objectif est de conseiller le gouvernement et le Parlement pour la bonne application et le respect du principe de laïcité, sachant que cette instance est transpartisane. Vous avez au sein de cette instance des personnes venues de tous les milieux et aussi des personnes de droite comme de gauche. Alors, c'est un organisme consultatif, hein, c'est ça? Vous Tout émettez à fait. des avis sur les différents problèmes qui peuvent se présenter. Alors, je le disais en introduction, évidemment, il y a eu les attentats, notamment contre Charlie Hebdo, en début d'année, ici, à Paris. Qu'est-ce qui a changé depuis ces attentats? Est-ce qu'on parle beaucoup d'une hausse du nombre d'actes islamophobes sur le territoire? Pour vous, qu'est-ce que ça change? De fait, effectivement, depuis ces attentats, il y a eu des actes anti-musulmans en hausse considérable depuis, par rapport, en comparaison de l'an dernier. Et donc, l'État doit aider à lutter contre ces actes et à lutter contre toutes les discriminations de caractère confessionnel, et en particulier, donc, en l'espèce, à l'égard des musulmans. Et ensuite, d'autre part, il y a eu une prise de conscience quand même, hein, depuis ces attentats, ces terribles attentats, sur tout ce qu'il fallait faire, mettre en œuvre rapidement pour les jeunes de cette République française, donc au niveau de l'éducation nationale en particulier, avec un renforcement de l'enseignement des faits religieux pour mettre un terme à certains préjugés, pour mieux comprendre les croyances des uns et des autres, ou les non-croyances des uns et des autres, avec aussi la mise en place de l'enseignement moral et civique, pour rappeler les valeurs de la République et comment l'on peut débattre librement, mais dans le respect d'autrui. Et enfin aussi avec un renforcement de toute l'éducation aux médias, donc pour mieux comprendre ce que l'on peut voir sur Internet, ce que l'on peut entendre à la radio ou à la télévision, et avoir un certain recul avec cette information. Parce qu'au final, le risque, c'est quoi? C'est qu'il y ait amalgame entre musulmans, islam radical et djihad, par exemple, qui pourrait faire finalement un peu imploser le pacte républicain, c'est ça? Alors, il y a notamment ce risque, évidemment. Aujourd'hui, on le constate tous les jours. Il y a énormément d'amalgames de faits qui vont confondre musulmans et terroristes ou radicaux, qui vont ne rien comprendre aux pratiques de nos compatriotes musulmans et tout de suite les pensées extrémistes. Donc, oui, il y a une vraie difficulté là qui met à mal le vivre ensemble. Donc, effectivement, il faut faire tomber un certain nombre de préjugés, il faut faire de la pédagogie. Et là-dessus, les médias ont une certaine responsabilité, hein, effectivement, pour ne pas laisser penser que tout va mal et que tous les musulmans seraient des terroristes en puissance, ce qui est évidemment totalement faux. Si on peut parler de cette laïcité, on va dire il y a quand même de nombreux modèles finalement dans le monde, hein, de laïcité. Ça peut aller par exemple de la Grande-Bretagne qui finalement va être très permissive, dans lequel on va avoir des quartiers ou des zones par exemple de Londres où toutes les femmes sont voilées, où on a des écoles confessionnelles, où on va même jusqu'à avoir par exemple des tribunaux islamiques, il y en a 90 en Grande-Bretagne. En France, on a pu avoir peut-être à certaines époques une tentation d'une laïcité très rigide, très dure, qui imposait, on va dire, la même chose à tout le monde. Quelle est la position aujourd'hui au regard de ce qui s'est passé notamment avec Charlie Hebdo et de cette tension dans la société? Est-ce qu'il faut aller vers une laïcité plus rigide ou au contraire, est-ce qu'il faut faire une laïcité très ouverte où finalement on accepte tout? Il ne faut pas qualifier la laïcité, il faut rester sur notre modèle de laïcité qui effectivement est très différent du modèle anglo-saxon. Le modèle anglo-saxon est propre à son histoire, avec effectivement des communautés qui vont vivre les unes à côté des autres et qui peuvent parfois avoir des droits et des devoirs un petit peu différents, alors qu'en France, effectivement, on va chercher à ce que tout le monde vive ensemble au-delà de son appartenance d'origine, et c'est le modèle de laïcité qui, donc, en quelques mots, permet à chacun de croire ou de ne pas croire, permet à chacun de l'exprimer, cette croyance ou cette non-croyance, dès lors qu'il respecte autrui. Et bien sûr, en parallèle, la laïcité suppose une séparation entre les organisations religieuses et l'État, État qui doit donc être impartial vis-à-vis des cultes, mais aussi impartial vis-à-vis des citoyens, qu'ils soient croyants ou non. Et donc c'est pour cela que l'État, et seulement l'État, est neutre.
Mais alors, est-ce que justement cela ne finit pas, cette posture ne finit pas par poser un problème? Alors notamment en ce qui concerne l'islam, si on prend par exemple le phénomène du financement des mosquées. Bon, Hmm. la communauté demande 5000 mosquées en France, évidemment, il faut les financer, il faut les construire. Et la loi de 1905 interdit par exemple à l'État français de financer la construction d'une mosquée. Donc qu'est-ce qui se passe? On a de l'argent qui va arriver par exemple de pays tiers, pas forcément avec des objectifs très clairs d'ailleurs quant à ces financements, ou alors de systèmes privés. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, il n'est pas totalement interdit d'aider à la construction de lieux de culte, mais effectivement pas de subventionnement direct de l'État. Parce qu'effectivement, si on le faisait, ce serait un contrôle finalement de l'État sur les cultes. En tout cas, ça pourrait devenir le contrôle de l'État sur les cultes. Et finalement, en réalité, le culte ne serait pas légitime, il serait délégitimé aux yeux des fidèles, puisqu'il serait contrôlé par l'État. Donc ce ne serait pas positif. Simplement, ce qu'il est possible de faire en France, c'est des baux amphithéotiques, c'est-à-dire qu'en fait, on va prêter des espaces pour un lieu de culte à un loyer modéré, y compris donc dans des quartiers où le foncier est tendu et cher, pour pouvoir installer de nouveaux cultes dans l'Hexagone qui n'étaient pas présents dans l'Hexagone, effectivement, en 1905. Donc ça concerne essentiellement les musulmans et les protestants évangéliques, mais aussi les bouddhistes aujourd'hui. Donc il y a des possibilités. Il y a aussi la possibilité de la garantie d'emprunt, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une zone agglomération nouvelle, vous pourrez, enfin la collectivité pourra garantir les emprunts pour la construction de ce lieu de culte. Alors, la grande actualité de cette semaine, hein, c'est aussi cette instance de dialogue avec le culte musulman voulue par le gouvernement dont le coup d'envoi a été donné en début de semaine. Euh, Qu'est-ce que cela va changer, ça? Quel est le but de cette manœuvre? Déjà, le but, c'est de répondre à deux problématiques. La première, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'État active tous ses moyens pour lutter contre toutes les discriminations et les actes anti-musulmans et en fasse part aux différentes communautés musulmanes. Et donc ça, c'est en œuvre. Bien entendu, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont annoncé un grand plan en la matière, notamment pour la sécurisation aussi des lieux de culte, les lieux de culte israélites, mais aussi les lieux de culte musulmans. Ensuite, le deuxième champ, c'est répondre à tout un tas de dossiers concernant la gestion du culte musulman en jachère. Vous avez par exemple des questions autour de la gestion des cimetières, des aumôneries, des abattoirs rituels temporaires. Toutes ces questions peuvent concerner l'État pour des raisons d'ordre public, d'hygiène, de sécurité, parce que les aumôneries, la loi de 1905 les prévoit à la charge de l'État. Donc toutes ces questions peuvent concerner l'État et l'État doit pour cela dialoguer avec les représentants du culte musulman. Et aujourd'hui, vous le savez, le culte musulman est divisé, il est divers, et donc il était important de créer cette instance de dialogue justement pour que tout le culte musulman dans sa diversité puisse dialoguer, puisse se parler, se reparler parfois, et finalement se mettre d'accord et du coup répondre à ces enjeux. Alors, où est-ce que ce système-là va réussir, là où finalement, ce qui avait été voulu par Nicolas Sarkozy en 2003, le CFCM a plutôt été un échec, qu'il est extrêmement divisé, il a du mal à se choisir des représentants notamment, et évidemment, il est aussi, on va dire, noyauté par des pays, le Maroc, l'Algérie, qui finalement font pression sur ce CFCM pour essayer d'en prendre le contrôle. Pourquoi est-ce que cette fois-ci ça risque de marcher alors que la dernière fois, ça Alors l'avait le pas? CFCM, c'est quelque chose qui a été sur une très longue période. D'abord Pierre Jox, Jean-Pierre Chevènement, puis effectivement Nicolas Sarkozy. Je crois qu'effectivement la difficulté du CFCM, qui existe toujours et qui continuera d'exister, et peut-être qu'il est perçu comme peu représentatif des Français de confession musulmane. Et parfois, effectivement, certains vont considérer qu'il émane encore enfin qu'il représente trop les Français de confession musulmane d'origine marocaine, d'origine algérienne ou autre. Donc effectivement, un problème de représentativité. Cet instant de dialogue, justement, va permettre à toute la diversité de la communauté musulmane de se reparler et donc de finalement s'organiser pour véritablement renforcer la représentativité de ces référents pour l'État, pour le dialogue avec l'État, de renforcer leur légitimité auprès des fidèles musulmans. Donc c'est quand même absolument essentiel. Vous le savez, cette instance de dialogue a été d'abord menée a été précédée, pardon, d'un dialogue dans les préfectures auprès de plus de 5000 représentants musulmans et a donné lieu ensuite à une instance au ministère de l'Intérieur réunissant 150 représentants musulmans dans toute leur diversité. Et ils ont donc pu se parler très franchement, très librement, et ensuite se mettre d'accord sur des problématiques à évoquer avec l'État pour que l'État les aide pour résoudre ces problématiques. Mais si
Aujourd'hui, on a quand même l'impression, quand on discute notamment hein, avec des musulmans, qu'il y a une sorte de conflit, on va dire, en France, entre l'islam et la laïcité. Comment est-ce qu'on sort de ce conflit? En fait, je demande une réponse assez courte, on arrive à la fin, c'est vrai que c'est un peu la grande question, mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour sortir de ça? Quand vous rappelez réellement ce qu'est la laïcité, tous les musulmans sont d'accord. Tous les Français de confession musulmane sont totalement d'accord avec la laïcité et au contraire, même, ils se rendent bien compte que ça leur permet, comme pour les autres croyants d'autres religions, de pratiquer leur culte. Donc c'est une grande avancée, bien entendu. En revanche, elle est souvent incomprise. Et puis, bien entendu, la laïcité, pour être effective, pour fonctionner, elle suppose la lutte contre toutes les discriminations, elle suppose la mixité sociale dans certains quartiers qui ont longtemps été laissés à l'écart et où il n'y a plus de mixité sociale, ce qui va favoriser le communautarisme. Un communautarisme subi souvent par les Français de confession musulmane. Donc il est important pour l'État de revoir sa politique de la ville, ce qu'il est en train de faire actuellement, de mettre un terme à ces ghettos urbains, comme l'a dit de façon forte le Premier ministre, et de lutter effectivement contre toutes les discriminations à l'égard d'une partie de sa population. Nicolas Cadenne, je vous remercie. Merci. Restez sur France 24, l'information continue juste après cet entretien. Merci.